La France est veuve, avait dit Georges Pompidou lorsque il y avait le général de Gaulle à qui il avait succédé un an plus tôt. S'était éteint il y a 50 ans. Georges Pompidou s'éteignait à son tour, 4 ans après son mentor. Une présidence interrompue par la maladie et qui marquait la fin des 30 Glorieuses. Et on vous pose cette question. Les années Pompidou sont-elles les dernières années heureuses que la France ait connues? Alors est-ce que c'était mieux avant, en particulier sous Pompidou? Est-ce qu'il y avait un cap au plus haut niveau de l'État qu'il n'y a plus aujourd'hui? Vous avez vécu les années Pompidou, vous les avez aimées, vous dites que maintenant c'est ringard, c'est dépassé. Appelez-nous au 0826 300 300. Les années Pompidou sont-elles les dernières années heureuses que la France ait connues? Vous dites oui à 83%. Avec nous, Mickaël Miguer, éditorialiste chez Forbes, auteur de Pompidou, le dernier président qui a fait gagner la France, publié chez Ramsay. On va faire un tour de table des vrais voix. Est-ce que c'est les dernières années heureuses que la France ait connues? Alors je ne sais pas si ce sont les dernières années heureuses que la France a connues, mais ce qui est vrai, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours beaucoup admiré Georges Pompidou comme Premier ministre et comme président. Et ça n'est pas uniquement à cause du passé que j'embellis cette personnalité et son action. Pour moi, mais je veux pas abuser de l'exploitation de l'actualité, récemment j'ai écrit quelque chose où pour moi, si j'avais eu à choisir, Pompidou c'est profondément l'anti-Macron. C'est-à-dire que nous avons une solidité, une intelligence, une véritable culture, une constance, rien d'ébilvesé qu'affectionne notre président. Et surtout, et je termine là-dessus, Philippe, c'est qu'il a réussi le tour de force, me semble-t-il, avec parfois des imperfections, je ne le sanctifie pas, de concilier la grandeur de la France avec le souci du bonheur des Français. Et ça, c'est capital. Françoise Degois. Moi, j'aime beaucoup ce type. Je sais pas comment vous dire, j'étais toute petite, donc je me souviens pas de son mandat, mais j'aime beaucoup d'abord la classe de Pompidou, le type qui était aussi à l'aise en smoking, si tu veux, qu'en pull à côte de maille, dans sa grange à Cajarc, là, paumé, mais parce que voilà, son chemin, je veux dire, vraiment de petit fils de paysan, enfin même pas, mais en tout cas vraiment comment il arrive à s'élever, comment il arrive à être aussi à l'aise dans la haute fonction publique, directeur de cabinet de Gaulle que banquier chez Rothschild. Il y avait une humanité chez cet homme, et puis moi, ce que j'aimais par-dessus tout, c'est sa culture. C'est quand même un type... Il avait écrit l'anthologie de la poésie française. J'allais vous le dire, c'est le type, je regardais un documentaire l'autre jour, il est capable de répondre en citant Paul Éluard à l'Assemblée nationale. Il y avait une patte humaine chez cet homme, probablement, qu'on n'a pas retrouvé après. Et on ne l'embellit pas parce que il était véritablement comme ça, amoureux des belles bagnoles, amoureux des œuvres d'art, mais ancré, il y avait vraiment une humanité que je ne retrouve pas chez aucun autre président. Pourtant, je suis une femme de gauche. Très court. Sophie, et ce qu'il y a de formidable, c'est que sa culture, elle était profonde. Elle n'était pas ostentatoire. La poésie, il disait que c'était capital pour l'art de gouverner et pour comprendre les hommes. Non, il y a une passion de la poésie réelle. C'est pas Emmanuel Macron. C'est pas Emmanuel Macron qui tapisse du vernis avec 3 verres de René Char. Non, il avait la poésie dans le corps. Mais je pense que c'est pas de la nostalgie quand on parle de Pompidou, c'est de l'envie. C'est-à-dire qu'on a envie de retrouver cette France. Moi, je suis née en 1974, donc j'ai les yeux au travers de ceux de mes parents. Et c'est cette envie-là aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la République qui soit à la fois humain, avec beaucoup d'humilité, donc comme Philippe, évidemment, c'est l'antithèse d'Emmanuel Macron. Et puis, une stratégie, c'est-à-dire que c'était quand même un grand stratège qui a fait beaucoup aussi, et un des premiers, et pour le coup, ça me parle beaucoup, sur l'environnement, à mettre en place une politique, un ministre sur des questions d'environnement avec une vision très juste dès son discours de Chicago. Mickaël Miguer, est-ce que c'était pas un président visionnaire? Parce qu'il avait quand même beaucoup agi en étant 6 ans Premier ministre de 62 à 68, notamment pour le Concorde, pour Airbus, pour le TGV. C'est lui qui a fait le périphérique et les voies sur berge, le nucléaire, j'allais venir, etc. Il disait justement que gouverner, ce n'était pas simplement commander, c'était diriger et diriger vers un but que l'on a expliqué, que l'on a fait partager et dans lequel on emmenait toutes les forces de la nation. C'est-à-dire que quand il a voulu une politique économique très forte sur le nucléaire,
le Concorde, le TGV, l'industrie, le Minitel, l'automobile, tout ce qui était l'innovation de son temps, comme également tout ce qui a concerné la santé ou l'éducation. C'est parce qu'il avait la vision non pas pour sa prochaine élection. D'ailleurs, il disait lui-même que peut-être s'il l'aurait pu, il ne se serait pas représenté parce qu'il aurait bien aimé vivre, mais parce qu'il avait le souci des générations futures. Et ça, c'était une vraie vision qu'il avait, économique, en même temps que sociale, en même temps que sur tout ce qui était les bases et les fondements des institutions politiques. Quel souvenir gardez-vous des années Pompidou? Si vous les avez vécues, appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger veut réagir. Oui, il y a des moments clés du destin de Georges Pompidou qui font profondément partie de la culture générale, de l'histoire de France. Bien sûr, les rapports très évolutifs avec De Gaulle, lorsque celui-ci comprend que sa créature, dans le bon sens du terme, lui échappe complètement et que, notamment à Rome, il dit bien sûr, je serai candidat lorsque De Gaulle ne sera plus là, l'affaire Markovic, sa résistance mai 68. Pourquoi avez-vous consacré au fond votre livre à Georges Pompidou? C'est que vous n'aviez pas le choix ou est-ce que véritablement vous le... Vous étiez pas né, vous, sous Pompidou, hein? Non, j'étais pas né sous Pompidou. Ça se voit. Très sincèrement, il se trouve qu'à l'époque, j'étais très engagé en politique, je travaillais dans un ministère, on était dans les années 2011-2012, et que le débat politique était à peu près du même niveau, peut-être un petit peu au-dessus qu'il l'était aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de tensions sociales, beaucoup de déçus de la mondialisation, beaucoup de peur, beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité, beaucoup de problèmes sur l'immigration, notamment, et que je lisais notamment dans les mémoires de Jacques Chirac, des extraits qui étaient en fait celles d'un discours qu'il avait consacré lors de la mort de Pompidou, anniversaire de la mort de Pompidou, pardon, et qui expliquait que Georges Pompidou était un aventurier, qu'il avait fait tout ce qui avait fait la France, tout ce qui avait fait la puissance de la France pour les prochaines décennies, et que en même temps il y avait une dimension de l'homme, amoureux des arts, visionnaire sur l'environnement, comme disait Sophie, et tout ça, je me suis dit, mais en fait, cet homme avait un cap beaucoup plus fort, avait une vision beaucoup plus forte, et surtout les résultats étaient là. La France était la première en croissance de toute l'Union européenne, et on était aussi les leaders des technologies de notre temps. Et je m'étais dit, mais c'est quelque chose de fascinant. Et en fait, quand j'ai été éduqué, si je puis dire, par le système, on nous a toujours dit un peu, c'était les 30 glorieuses, c'était facile. C'est pas vrai du tout. C'est parce qu'il y avait la vision de Georges Pompidou, qui était... Et la volonté politique. La volonté politique était la même que celle du général de Gaulle, mais exécutée par Pompidou sur l'économique, que la France a pu être aussi forte économiquement et socialement. Françoise Legoua. Oui, c'est quand même... ok, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est quand même une parenthèse enchantée. Ça me fait penser à... Pourtant, je suis de gauche et j'ai beaucoup aimé ce Premier ministre quand Lionel Jospin revendiquait la fameuse cagnotte. À un moment donné, les événements vont dans le sens aussi favorable. Georges Pompidou, s'il avait vécu, s'il avait été réélu, il aurait fait comme les copains, il aurait pris le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier, et se réfugier en disant ce type est un génie, un visionnaire, je ne suis pas sûr quand même que ce soit de ce niveau-là. Ça reste quand même aussi un peu de nuance quand même, ça reste quand même aussi un conservateur, c'est quelqu'un qui fait peut-être... Attention, c'est peut-être quelqu'un qui fait évoluer la société française sur le plan des choix industriels, mais qui la fait pas évoluer par rapport aux aspirations de mai 68, il la fait pas évoluer sur le plan des mœurs et sociétaux, de manière sociétale. Donc c'est un vrai conservateur aussi. Il assumait, il disait je ne gouverne pas pour faire plaisir aux gens et leur satisfaction immédiate. D'accord, et ok, d'accord, mais on peut ne pas être d'accord avec ça, de là en faire, si tu veux, le héros de tous les temps et le plus grand président de la 5e, je ne crois pas. Il ne faut pas exagérer quand même. Entre le héros de tous les temps et le meilleur président de la 5e, il y a un juste milieu. Donc vous diriez que c'est le meilleur président de la 5e? Oui, incontestablement. D'accord. Pour vous, c'est sans doute... Même devant De Gaulle. Oui, parce que il a été son Premier ministre et que De Gaulle n'est pas un président normal. Ça a été le fondateur, c'était une stature stellaire, c'était au-delà. Même Mitterrand, là, bien sûr. Non, regardons les chiffres. Il a eu c'est pas un problème de chiffres, vous savez très bien que c'est un problème de contexte. Pour vous, oui, c'est facile aussi de dire ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a des chiffres. Il y a un endettement qui était nul, il y avait une croissance qui était très forte. Il y avait un revenu, mais ça ne fonctionnait pas de la même manière. Pour vous. Non, mais sérieusement. On peut aussi penser qu'on n'est pas
dans la fatalité de gérer négativement les mutations telles que ça a été, notamment par la gauche, dans des années par la suite. Sérieux 2 minutes, vous pouvez pas comparer la France des années 60 et la France d'aujourd'hui, vous pouvez pas comparer les années 70, les 14% d'endettement, ne serait-ce qu'en termes de démographie, les 14% d'endettement, et les mieux, vous pouvez pas expliquer que c'est à cause de la gauche que le trou s'est creusé. Mais il aurait soyez assez aimable pour être un peu plus malin que ça. Mais il a pas dit ça. Si, il a dit notamment par la gauche. C'est que notamment par la gauche, ce qui est une réalité historique. Libre à vous de la nier. Sophie Gauguin. Oui, alors, pour le coup, quand même, oui, j'assume d'être une femme de droite. Je suis désolée, il y a un grand marqueur différenciant entre nous, Françoise. C'est voilà la gestion des comptes publics. La nombre d'années où vous avez au pouvoir, vous devriez regarder vos chaussures. Non, mais ça me rassure qu'on soit pas d'accord parfois. Regardez vos chaussures parce que le nombre d'années où la droite a été au pouvoir et aux affaires. Ce que je veux dire, c'est intéressant dans l'histoire politique, c'est que chez Pompidou, je retiens ce double sens qui met beaucoup de poids dans l'action, c'est à la fois la liberté et la responsabilité. Et le fait d'assumer des choix, des vrais choix stratèges, en se concentrant. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi parfois. Et encore une fois, c'est pas du tout nostalgique. C'est un besoin en France aujourd'hui de retrouver une politique stratège et un dirigeant concentré sur l'essentiel. Je pense que ça peut nous. Non, la présence de Jacques Chaban-Delmas à ses côtés n'a pas été inutile non plus. Peut-être serons-nous d'accord sur quelque chose. On est d'accord déjà sur la classe du type. Déjà. Je suis d'accord. Mais sur autre chose. Parce que à l'époque, il y avait quelque chose de droite-gauche. Aujourd'hui, la polarisation des débats se fait plutôt sur pro-mondialisation, anti-mondialisation. Non, ça c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Je pense la même chose. C'est une erreur d'analyse. Je peux terminer. Vous permettez que je termine. Et d'ailleurs, on le voit dans les sondages, puisque tant LFI que le RN incarnent ce qu'on appelle les perdants de la mondialisation et ou en tout cas les insatisfaits de la mondialisation. Il y avait chez Georges Pompidou non pas d'un côté une volonté forcenée d'ouvrir la France à la mondialisation, mais il y avait la volonté, et ça a été notamment dit lorsqu'il a ouvert le marché commun à l'Angleterre, puisque on se rappelle qu'il y a eu en 73. Voilà, il y a eu même quelques années avant un référendum en France pour pouvoir faire de l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. Et à l'époque, on lui a posé la question, on lui disait mais attendez, Monsieur Pompidou, est-ce que si on s'ouvre à l'Europe, De Gaulle s'y était toujours opposé. Oui, De Gaulle s'y était opposé, et du coup Pompidou avait voulu consulter les Français. Et à l'époque, on lui disait mais Monsieur Pompidou, du coup si on fait ça, est-ce qu'on va pouvoir augmenter les salaires, etc. Il disait mais attendez, moi je ne m'ouvre pas par idéologie, je m'ouvre au fond pour concilier l'opportunité qui est donnée par l'ouverture des frontières, et c'était cette idée de dire on s'ouvre à la mondialisation pour que ça puisse bénéficier à la France. Et ça, c'est quelque chose que depuis Pompidou a été quand même perdu comme principe fondateur. Et c'est-à-dire qu'on a d'un côté ceux qui vous disent il faut des frontières parce qu'on est ouvert à tous les vents mauvais, et les autres qui disent non, les frontières c'est ringard, il faut s'ouvrir, de toute façon on n'a pas le choix. Et ça, je trouve que c'est une polarisation qui est très forte et qui aujourd'hui aurait pu faire beaucoup de bien si on avait encore cette ligne-là. Je vais répondre à Michael en disant que je pense qu'il y a une erreur profonde d'analyse sur les perdants et les gagnants. Ça c'est le truc, c'est les mots valises qu'on entend depuis des mois et des mois. Il y a des analyses économiques que je vous recommande de lire. Je pense encore une fois comme lui, donc il a raison. Non, mais je voulais penser, je sais bien comment vous pensez et sur quel plateau vous pensez, mais je pense que ça n'est pas ça le sujet. Vous dites la polarisation, non, la polarisation, elle est sur la justice sociale avant tout. Elle est la gauche et la droite, ça existe vraiment. Mais non, vous êtes en train de vous mettez la fille de Pompidou, parce que vous voulez faire rentrer, comment dirais-je, dans votre raisonnement pour et anti les gens qui sont open et les gens qui sont extérieurs, mais c'est absolument faux. Le clivage gauche-droite, il existe profondément. Emmanuel Macron n'a pas réussi à le détruire, croyez-le bien. Philippe Bilger voulait réagir. Il se pose sur le social. Il se pose sur la justice sociale et la dignité de la vie. Est-ce que vous ne croyez pas ce que j'ai indiqué tout à l'heure? Est-ce que il n'était pas intéressant de voir un président sincèrement s'attacher au bonheur des Français. En général, où on est écartelé quand on est un président comme De Gaulle entre la grandeur et le bonheur, c'est quelque chose qui apparaît presque vulgaire. Alors que Pompidou, véritablement, est attaché à ces deux exigences. Ça vous paraît central? C'est central, et d'ailleurs, pour avoir eu la préface dans mon livre de Alain Pompidou, c'était une phrase qui me rappelait. Il
il me disait mais Georges Pompidou c'était la grandeur de la France et le bonheur des Français. Il faut se souvenir qu'il avait aussi un souci social très fort, et d'ailleurs c'est le seul, à ma connaissance, des responsables politiques de premier plan qui avait défini ce que c'était que le progrès social. Et il disait que le progrès social c'était une part plus que proportionnelle de la prospérité qui était dédiée aux plus démunis. C'est-à-dire il fallait emmener la nation ensemble pour qu'elle puisse prospérer, qu'il puisse avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui le taux de croissance, mais que cette croissance, elle bénéficie plus que proportionnellement aux plus démunis pour pouvoir emmener la nation et que la participation des ouvriers, par exemple, dans les non, mais c'est une vision humaniste. Vous êtes en train d'en faire. Non, mais c'est dingue. À la fois, c'est une vision humaniste. Le problème, Sophie Gauguin, la réalité oui, non, je pense qu'on peut mettre de la nuance dans la. On peut mettre de la nuance. Mais c'est dans la nuance, quand même, dans l'hommage. Non, mais non. C'est Françoise égoliste et socialiste. Non, pas du tout, pas du tout. Je sais pas du tout ce que vous utilisez la participation gaulliste pour justifier votre sa position. vision économique et stratège n'exclut pas une grande part d'humanité dans sa manière d'adresser son progrès et son souhait de progrès pour les Françaises et les Français, comme vous le décrivez. Je pense que quand même faire de de Georges Pompidou un type, un saint, comment dirais-je, uniquement préoccupé du bonheur de la France et des Français, sans ne voir aucune arrière-pensée politique, dans tout son chemin, dans tout son parcours, dans tout son positionnement, franchement vous exagérez. Vous exagérez. Quand il est directeur de cabinet de Mitterrand, de Gaulle par deux fois, mais arrêtez. Ne faites pas quelqu'un qui s'est complètement départi de tous les attributs politiques d'un homme politique. Mais aucun. S'il vous plaît, là, on met 68. S'il vous plaît. Mais mai 68, c'était pas la majorité des Français qui le voulaient, soit dit en passant.